Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Poursuivons avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits marquants de l'actualité de ce 22h. Mise en place d'une nouvelle feuille de route de la politique nationale de décentralisation pour la période allant de 2021 à 2024. Dans l'actualité également, cette baisse significative des impôts pour les travailleurs djiboutiens. En nouvelles du monde et concernant la Covid-19, eh bien, la seconde vague du Covid menace l'Afrique. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cet atelier de restitution de la nouvelle feuille de route de la décentralisation pour la période allant de 2021 et 2024 qui s'est tenue hier au Sheraton Hotel et organisée par le ministère chargé de la décentralisation. La suite dans cette séquence. Le ministère chargé de la décentralisation a organisé hier jeudi au Sheraton Hotel un atelier de restitution de la nouvelle feuille de route de la décentralisation pour la période 2021-2024. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, en présence de son collègue des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah, du chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne, Bernard François, et de la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Fatouma Farouk Al-Sheikh. L'atelier fait partie des activités organisées par le ministère chargé de la décentralisation dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'agence d'exécution Expertise France. Après le retrait des officiels, la consultante a fait la présentation de la nouvelle feuille de route et ses objectifs, rappelons-le, alignés sur les orientations gouvernementales Vision Djibouti 2035 et le programme national de développement 2020-2024. Celle-ci s'arrime à la première feuille de route de la décentralisation étalée sur 4 ans, de 2017 à 2020, et élaborée par le tout nouveau département dédié à cette réforme importante de l'État. Force est de constater que les conclusions de l'état des lieux de la mise en œuvre de cette précédente feuille de route font ressortir que le processus de décentralisation a connu des avancées importantes. Elles vont des transferts des fiscalités vers les collectivités territoriales jusqu'à l'élaboration du Code des collectivités territoriales en cours d'adoption, en passant par la mise en place des cadres de la concertation des acteurs de la décentralisation pour faire avancer cette réforme, le recrutement des secrétaires généraux dans les collectivités territoriales, piliers de l'administration locale, la mise en place des premiers budgets régionaux et le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation à travers la réalisation des formations. Une autre avancée porte sur la redynamisation, la bonne effectivité et la facilitation de l'ouverture sur l'extérieur de l'association des collectivités territoriales. Il y a lieu aussi de noter que beaucoup d'actions et de programmes ont été réalisés dans les régions tels que des filets de protection sociale, l'installation des équipements solaires ou encore des groupes électrogènes. Last but not least, une multitude d'activités de communication et de vulgarisation ont été menées autour des projets de développement et de lutte contre la pauvreté pour renforcer la participation citoyenne au développement des collectivités locales et via les réseaux sociaux et l'organe d'information du ministère pour valoriser les activités entreprises pour promouvoir cette réforme de l'État. L'objectif général visé par la nouvelle feuille de route porte sur l'émergence des collectivités territoriales comme acteurs complémentaires du développement des territoires au bénéfice de la population. S'y ajoutent les propositions d'indicateurs à l'aune desquels ils sont évalués à l'horizon 2024. Autour de tous ces points, les discussions ont été très riches et ont vu une large participation. L'atelier s'est achevé par la validation de la feuille de route de la décentralisation pour la période 2021-2024, espérant le succès de cet outil de pilotage de la politique de la décentralisation. Suivant cette fois le mot du chef de délégation de l'Union européenne, M. Bernard François. Aujourd'hui, c'est un grand jour puisque, quelque part, on s'en va sur la finalisation, la validation de cette feuille de route. Je pense que la décentralisation est un processus qui est attendu depuis très longtemps. La décentralisation, ce n'est pas un processus facile. Trouver le consensus n'est pas quelque chose de facile. Je pense qu'aujourd'hui, avec la finalisation du Code des collectivités locales, avec la validation de cette feuille de route, nous sommes en train de passer des étapes très importantes qui vont nous permettre d'appuyer
les autorités nationales dans la réalisation de ce dessin. Comme l'a dit le secrétaire d'État, la décentralisation, c'est important. Ça veut dire qu'on met la décision près des populations et donc, a priori, nous pouvons espérer que les populations sont mieux comprises, que leurs aspirations vont trouver des réponses plus adaptées. Je voudrais également saluer les actions déterminantes du ministère du Budget, puisque cette année, et nous l'avons appris il y a peu, le budget qui va être mis à disposition des conseils régionaux a été à peu près doublé. Donc, pour moi, ça, je dirais, c'est plus important que les quelques millions d'euros que nous pourrons vous offrir pour quelques années. Parce que le budget de l'État, ça représente la continuité. Et nous espérons bâtir avec le secrétariat d'État, qui est le coordinateur qui doit animer tous les ministères en charge, nous espérons pouvoir vous aider pendant un temps déterminé, parce qu'un projet, je dis toujours, ça commence et ça finit, mais ce qui reste, c'est ça qui est important. Et le ministre des Affaires étrangères s'est dit confiant quant à l'émergence des collectivités territoriales comme acteurs du développement. Je crois que depuis 20 ans, on parle de décentralisation. Il est sûr qu'un chemin a été parcouru, mais le travail qui reste à être fait et réalisé est beaucoup plus important. L'objectif principal de cette décentralisation est de transformer ces collectivités territoriales en acteurs complémentaires du développement. Quand on dit acteurs complémentaires, ce sont des acteurs à part entière dans le développement du pays. Les régions, et il ne faut pas se le cacher, sont les parties du pays qui sont les plus touchées par le chômage, par la pauvreté, par le manque d'accès à un certain nombre de services publics. Et je crois que cela rend encore plus vital un processus de décentralisation, de déconcentration, qui doit être rapproché des populations et des administrés. Il faut dire que les pouvoirs publics, le gouvernement, le secrétaire d'État à la décentralisation avons fait œuvre utile jusqu'à présent en mettant en place un certain nombre de textes, tels que le Code des collectivités territoriales, qui va certainement être ratifié prochainement, un budget pour les régions qui doit également être acté, une déconcentration, une certaine forme de fiscalité, la formation des ressources humaines pour les administrations des collectivités territoriales, la nomination des secrétaires généraux. Il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées et aujourd'hui, dans le cadre de Djibouti, ici, c'est-à-dire le plan quinquennal de développement 2020-2024, la déconcentration, décentralisation est au centre de cette politique. Je voulais marquer ma solidarité en étant présent à cet atelier, marquer l'intérêt du ministère des Affaires étrangères et le soutien du ministère des Affaires étrangères à ce processus et vous dire que, Monsieur le ministre, nous serons toujours à vos côtés et Dieu sait que vous faites un travail qui est remarquable et je tiens à le souligner vous-même ainsi que vos collaborateurs pour porter ce projet, ce chantier qui est extrêmement difficile à porter et ceux qui sont dans la cuisine, dans la marmite savent comment ce chantier de la décentralisation est un chantier difficile à porter, un défi, un challenge difficile. Des pays très avancés dans ce domaine comme la France sont encore dans un processus de finalisation de leur décentralisation et les choses changent avec tous les mandats des chefs d'État qui arrivent. Les régions changent, passent de 23 à 14, 15, les communes changent, etc. C'est un processus qui est difficile. Ça fait 50 ans, par exemple, en France, ou plus même qu'on parle de décentralisation, et le processus en France n'est pas encore terminé. Imaginez-vous, nous avons à peine commencé. Donc en tout cas, mes encouragements à vous tous, et merci de m'avoir invité. Le secrétaire d'État à la décentralisation a quant à lui mis l'accent sur la feuille de route constituant un outil de pilotage qui, selon lui, va impulser un nouvel élan dans le processus de décentralisation. Votre présence parmi nous, avec nous, pour l'avancée substantielle de la décentralisation dénote à la fois l'intérêt du département que vous représentez et aussi
votre implication personnelle. C'est bien cette dynamique participative que j'ai voulu, pour ma part, créer autour de la réforme et de la décentralisation. Ces principes fondateurs de concertation, d'inclusion et de dépassement de soi ou d'introspection personnelle doivent nous guider pour analyser et proposer ensemble de la structuration de notre nouvelle feuille de route de la décentralisation. Il est important pour nous, à plusieurs reprises et de moments fondateurs, de regarder ensemble dans un même élan vers le même horizon avec une vision commune ou partagée. Il est important de nous orienter ensemble avec des perspectives qui tiennent compte de l'intelligence de réflexion, de l'énergie puissante de nos préoccupations, de la sensibilité variée de chaque département, de chaque secteur, de chaque acteur et de chaque partenaire. C'est à ces plus éléments que nous allons dans un effort commun de démultiplier et réduire les inégalités, l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale qui fait vaciller l'existence de nos ménages où qu'ils se trouvent sur le territoire national. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la feuille de route que vous est présentée constitue un outil de pilotage qui va guider et impulser un nouvel élan dans le processus de décentralisation. Son processus d'élaboration fut aussi inclusif en reposant sur une analyse solide des états de lieux et des orientations gouvernementales qui ont guidé et doivent encore guider la formulation de nouveaux objectifs à atteindre. Et pour les atteindre, nous ne devons pas perdre de vue que la décentralisation constitue un instrument au service du développement de notre pays. Son ambition véritable est de renforcer nos collectivités locales comme des acteurs majeurs du développement socio-économique des territoires avec un leitmotiv permanent de réduction des inégalités. Notre objectif général reste toujours, dans cette nouvelle feuille de route, l'émergence des collectivités comme des acteurs complémentaires et dynamiques du développement des territoires, et c'est là au bénéfice de nos populations. En effet, nos objectifs stratégiques tirent leur légitimité de la vision 2035 qui préconise un renforcement de la gouvernance et des capacités de notre administration. Aussi, elle identifie comme défi majeur de réussir la décentralisation économique par la création de véritables pôles de développement régionaux capables et surtout de promouvoir une politique de développement régional fondée sur la spécialisation des régions. L'ambition ferme du président de la République est d'améliorer résolument leur croissance économique afin d'augmenter les taux d'emploi, notamment des jeunes, de réduire les taux de pauvreté globale de la population ainsi que les inégalités qui sapent le moral de nos ménages. Et à l'issue de cet atelier, nous avons recueilli pour vous cette réaction du président du conseil régional d'Obok, M. Mohamed Hamad. Il est important qui nous permet de faire un état des lieux. Je voudrais rappeler ici que la première feuille de route a permis quand même de constater des avancées énormes qui ont été faites en matière de centralisation. À titre de rappel, après avoir mis en place un ministère spécialement dédié à la centralisation, beaucoup d'avancées ont eu lieu sous le leadership de M. Mohamed Aramis. Je voudrais rappeler que par exemple, les centres des impôts ont ouvert dans les régions. Il faudrait également rappeler que la fiscalité locale a été mise en place et que l'année dernière, 2020, les conseils régionaux ont pu utiliser les premiers budgets mis à leur disposition dans le cadre de collecte de ces impôts. Je voudrais également souligner que dans cette même année, il y a eu les nominations des secrétaires généraux. Et ça, c'est un point crucial dans l'avancée de la décentralisation, puisque les secrétaires généraux sont amenés à être une cheville ouvrière de l'administration territoriale. Autre rappel aussi, dans le cadre de cet atelier, nous sommes en train de voir maintenant où on doit aller justement. Et il faut rappeler que la décentralisation est un processus qui est un peu difficile, certes, mais qui exige la transversalité de tous. Donc il faut que beaucoup d'acteurs soient là. Et aujourd'hui, l'engagement qui nous a été donné par les deux ministres, à savoir les ministres des Affaires étrangères et les secrétaires d'État, sont encourageants pour nous appuyer. Je tiens également donc à préciser que dans cette année, les budgets des régions vont augmenter
et qu'également les régions auront donc l'appui de l'Union européenne dans le cadre du projet donc ADIL. Toutes ces avancées-là, donc c'est grâce aux efforts consentis par différents partis, mais il faut les rappeler et puis reconnaître à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, nous avons un ministère qui se bat pour que la décentralisation soit à la hauteur. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, a présidé une réunion de travail de la Commission nationale chargée de l'introduction et du déploiement des vaccins Covid-19 qui a été mise en place par décret présidentiel. Eh bien, cette première réunion avec la dite commission, composée de médecins, d'experts nationaux, elle s'est tenue dans la salle de conférence du ministère de la Santé, en présence du président de la commission, Dr Ahmed Roblé. Au cours de cette réunion de travail, le coordinateur du programme élargi de vaccination et point focal national pour l'initiative Gavi, Dr Abdelrahman Douxi, a exposé les différentes étapes déjà franchies et les réalisations exécuté par son département en vue de l'acquisition des vaccins contre la Covid-19. Notre pays a déjà formulé la requête d'acquisition pour garantir l'accès aux vaccins contre la Covid-19 le plus rapidement possible. Dans le reste de l'actualité, l'Université de Djibouti a organisé hier une conférence sur l'entrepreneuriat. L'événement a donné lieu à des présentations et des conférences de haut niveau faites par des doyens de l'université, des enseignants ainsi que des étudiants portant sur la notion de l'entrepreneuriat, premier levier de la lutte contre le chômage et plus particulièrement celui des jeunes. Ont participé à cette conférence des incubateurs, des responsables des institutions chargés de créer un espace propice pour la promotion des jeunes entreprises et de favoriser l'écosystème entrepreneurial. Dans le cadre des festivités de 120e anniversaire, celui de l'Université de Djibouti, ont organisé hier à midi un déjeuner professionnel pour les personnels administratifs et les professeurs de l'Université de Djibouti. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de l'université, du président de l'université, des membres du corps universitaire, des directeurs des différents départements de l'Université de Djibouti, ainsi que des étudiants-chercheurs. À l'issue de cette cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur et le président de l'université réunis dans le cadre de cette cérémonie ont réitéré leur engagement, mais aussi les valeurs ajoutées des membres du corps universitaire et qui, ont-ils indiqué, ont fait un pas de géant qui a été fait par l'université au niveau de la recherche des structures paramédicaux durant ces 20 années écoulées. Je suis très heureux que nous célébrions tous ensemble ces 20 ans. Cette grande famille de l'Université de Djibouti, nous avons mis 20 ans pour la bâtir, pour la consolider et pour qu'elle soit aussi belle qu'aujourd'hui. C'est une famille qui a réussi, quand je vois ici tout le monde, de vieux, de moins vieux, de plus jeunes, c'est une famille qui a réussi à se former elle-même, à faire en sorte que ces relais, les nouvelles générations puissent être formées ici. Les anciens, les jeunes qui sortent de l'université, vraiment c'est un bonheur. Et Inch'Allah, faisons en sorte que cette famille puisse durer le plus longtemps possible. Et le ministre de l'Enseignement supérieur a, dans son intervention, mis l'accent sur la vision et la politique stratégique du chef de l'État qui fait confiance à ses hommes et femmes.
Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité et partager avec moi ce repas, ce déjeuner. Je voudrais vraiment du fond du cœur vous féliciter pour le travail que vous faites. Je pense que beaucoup d'entre vous sont des parents et chaque parent veut pour ses enfants ce qu'il y a de mieux. Et je sais que au niveau de l'université, vous faites pour chaque enfant de l'université ce que vous aurez fait pour vos enfants. Je tiens donc à vous féliciter, à féliciter le président de l'université, à féliciter la secrétaire générale, à féliciter tous les membres de l'université, jeunes et moins jeunes. Je voudrais rendre un hommage à ceux qui ont démarré cette université. Je voudrais vraiment que chacun d'entre nous continue d'être dans la poursuite et la continuité. L'université a 20 ans, ça fait 10 ans que je suis avec vous. Donc j'ai fait la moitié de ce parcours. Si nous avons réussi ensemble, et je vous assure, aujourd'hui j'étais à l'Assemblée, des parlementaires nous ont fait un témoignage du pas de géant qui a été fait à l'université, au niveau de la recherche, au niveau des structures, des paramédicaux, en 10 ans, le travail qui a été fait. Et c'est possible parce que tout d'abord, nous avons eu et nous avons, et nous souhaitons continuer avec lui, un président de la République qui a eu une vision, qui a une politique, qui a une stratégie, qui fait confiance à ces hommes et à ces femmes qui travaillent au niveau de l'université, au niveau des structures de la recherche. Je voudrais qu'on continue à être digne de cette confiance, d'accompagner cette volonté, ce sacrifice. Notre pays n'est pas un pays riche, mais je vous assure, quand on visite notre université, beaucoup nous l'envient. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a reçu dans son bureau Cheikh Mansour Ben Moussallam, président de la fondation Education Relief, dont le siège se trouve à Genève. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération culturelle avec cette fondation qui fête sa première année depuis son installation à Djibouti. Cheikh Mansour Ben Moussallam a tenu à remercier le ministre pour son accueil. Pour sa part, le ministre Moumin Hassan Barre a souhaité la bienvenue à son hôte de marque et à la délégation qui l'accompagne en le remerciant de l'intérêt qu'il porte à la culture. À cet égard, exprimé son entière disposition à organiser conjointement des événements culturels en exposant et explorant ainsi de nouvelles formes de partenariat favorisant la coopération au secteur prioritaire de la culture et des festivals. Et dans notre dossier de ce 22h, nous allons parler des locaux de la RTD qui ont abrité hier, en début d'après-midi, une table ronde spéciale consacrée à la nouvelle loi de finances initiale pour cette année 2021. Eh bien, cette loi a été promulguée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh sous forme de décret présidentiel et est en vigueur dès son apparition. Eh bien, des hauts responsables de la Direction générale des impôts du ministère du budget étaient justement les invités de cette table ronde. Suivant un extrait. Le gouvernement, le président de la République et son gouvernement, depuis 2016, essayent de diminuer la charge fiscale sur le salarié. Depuis le 1er janvier 2016, l'impôt sur les traitements et salaires de toutes les rémunérations égales ou inférieures à 50 000 a été complètement annulé. Le salarié qui touche jusqu'à 50 000 ne payait pas d'impôts. Qu'est-ce qu'il en est en 2021? En 2021, les mêmes types de salariés ne payeront toujours pas d'impôts. Donc, contrairement à ce qu'on entend à gauche et à droite, les gens qui ne payaient pas d'impôts et qui touchaient moins de 50 000 ou jusqu'à 50 000 ne continueront à ne pas payer. C'est quoi la nouveauté du nouveau barème? Le salaire qui oscille entre 0 à 150 000, qui était taxé lourdement, a été revu à la baisse. Désormais, tous les gens dont le salaire est compris entre 50 et 150 vont voir leur impôt sur le traitement et salaire diminuer entre 3 000 et 5 000 francs par
par mois. Si on prend un individu, prenons l'exemple d'un homme dont le salaire est de 100 000. Avant, cet homme, son salaire était taxé par revenu et il payait un impôt total de 12 600. Maintenant, avec le nouveau barème, il va payer 10 500. Cet homme-là, ce salarié, aura gagné 2 100 francs par mois. Il est gagnant. Il est gagnant, il aura 25 000 francs au tout. Sur une année, il aura gagné 25 000 francs. Pourquoi le président de la République et le gouvernement ont fait ça? Pour que le salarié puisse avoir un pouvoir d'achat, pour le permettre de consommer, pour le permettre de relancer l'économie de notre pays. C'est une mesure d'action sociale. Et parallèlement à cette mesure, le gouvernement a voulu, sur la base d'une équité sociale, de solidarité entre les salariés, de taxer un peu plus ceux qui ont un salaire plus élevé. Jusqu'à maintenant, le salarié qui avait un salaire de 600 000 était taxé. Celui qui avait 600 000, celui qui avait 1 million ou 2 millions était taxé de la même manière. Maintenant, nous avons instauré un barème qui taxe un peu plus lourdement les gens qui ont des salaires plus élevés. Les deux couches, les deux types de salariés de notre pays, ceux qui ont des revenus bas et ceux qui ont des revenus hauts, vont être solidaires. Ceux qui ont plus de revenus vont payer un peu plus de revenus et ceux qui ont moins de revenus vont payer moins de revenus. C'est ça la solidarité entre les salariés. Et c'est une très bonne action qui a été faite. Et je vais dire des autres mots qui sont importants. C'est vraiment une loi de finances à caractère social, mais à caractère économique, de relance économique. Parce que le Covid, la pandémie a touché d'énormes secteurs de notre économie et particulièrement le secteur du tourisme. Les hôtels, les restaurants, les agents de voyage, tous ces secteurs-là sont en quasi-cessation d'activité. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Alors que nous avons beaucoup de difficultés budgétaires, le gouvernement a voulu faire un effort et l'impôt minimum forfaitaire qui était de 1% a été diminué de 50%. Désormais, les hôtels, les restaurants vont payer que 0,5%. C'est une autre manière d'aider ces secteurs pour qu'ils se relancent. Et le directeur des impôts l'a dit en Somalie, le gouvernement a voulu, lorsqu'un salarié arrive en fin de carrière, son indemnité de départ, soit c'est une indemnité de licenciement, soit une indemnité de départ, avant, ces types d'indemnités étaient taxés. Maintenant, toute indemnité supérieure, inférieure ou égale à 1 500 000 ne sera soumise à aucune taxation. Ce sont les grandes avancées de la loi de finances. Direction Arta, où dans le cadre de la Semaine nationale de l'action sociale, une délégation conduite par des secrétaires généraux du ministère des Affaires sociales et de la solidarité et ceux de la décentralisation ont été accueillis dans la ville d'Arta. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le préfet de la région, Mohamed Cheko Hassan, du président du conseil régional, Elmi Bouh. Des festivités ont démarré par des danses, des chants folkloriques, des présentations des centres, des ouvrages socio-économiques réalisés par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités à travers son agence d'exécution, la DDS, mais aussi celle menée conjointement avec le secrétariat d'État chargé de la décentralisation. Et pour plus ample explication, je propose de vous suivre le mot du président du conseil régional d'Arta, M. Elmi Bouh. À l'appui et à la plaidoyerie du secrétaire d'État en charge de la décentralisation, M. Hamedou Mohamed Harami, qui n'a cessé de renforcer la capacité du processus de la décentralisation depuis sa nomination au département qu'il a en charge. C'est aussi la volonté politique et grâce au président de la République de toutes ces réalisations, tous ces efforts, et c'est grâce à l'appui politique du président surtout que la décentralisation arrive aujourd'hui avec la mise en place de la fiscalité locale, l'appui de partenaires internationaux et nationaux et surtout européens que nous entreprenons cette année divers projets d'investissement d'envergure dans la région d'Arta et en l'instar de chaque région de l'intérieur.
Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Nous allons tout d'abord parler du Covid-19 à l'échelle mondiale. La seconde vague du Covid-19 menace l'Afrique. Le Centre africain de contrôle et de prévention chargé du virus et de suivi, l'évolution du virus a dressé un bilan plutôt négatif de la situation actuelle. Les cas ont augmenté en moyenne de 14%. Plusieurs pays sur le continent font face à cette virulente deuxième vague de l'épidémie, à l'image de l'Afrique du Sud, pays de loin le plus touché avec un peu plus d'1 million de cas et plus de 38 000 morts. L'Afrique du Sud, qui tient la présidence de l'Union africaine, a annoncé avoir acquis pour le compte du continent 270 millions de vaccins. De plus, 30 millions de doses sont également attendues d'ici le mois de mars. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.